Donc, n'hésitez pas à enlever votre caméra si vous souhaitez ne pas être visible dans l'enregistrement. Voilà, donc normalement, c'est bon, c'est parti. Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans cette session de présentation du diplôme universitaire intervention civile de paix. Donc bonjour à nos intervenants, Cécile Dubernay, Roger et Louise. Euh, alors, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter rapidement l'Institut catholique de Paris, et puis ensuite, je donnerai la main à Cécile qui pourra vous parler de l'intervention civile de paix, de son diplôme universitaire, voilà, qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Donc, bienvenue dans cette session. Donc moi, je suis Katia Latapi, je suis en charge de la formation continue et des relations entreprises au sein de l'Institut catholique de Paris. Et Cécile Dubernay est enseignante-chercheuse en sciences politiques et relations internationales. Elle est directrice du DU Intervention civile de paix et elle sera avec nous aujourd'hui pour nous présenter son diplôme. Donc, l'Institut catholique de Paris, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. C'est également un établissement qui est évalué qualité par le HCRS, qui est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et nous sommes également labellisés Calliope pour certifier la qualité des formations professionnelles et continues. Alors, l'ICP, c'est des facultés et des instituts, donc dans différents domaines qui sont les solidarités, interculturalité, mais aussi le management, développement durable, RSE, tout ce qui est ressources humaines et médiation également, l'éducation et la pédagogie, l'éthique et la santé, et la théologie, la laïcité et les religions. Donc, on a 6 facultés et 6 instituts qui couvrent l'ensemble de ces domaines. Donc, la formation professionnelle à l'ICP, c'est une alliance académique et professionnelle. Donc, elle répond à sa mission d'utilité sociale en proposant une offre de formation continue, conçue en collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes. Donc, cette offre va viser à favoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts pour éclairer les acteurs économiques et les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain. Et également faire face aux conséquences des profondes révolutions technologiques, économiques, politiques, environnementales auxquelles toutes nos organisations sont confrontées. Donc pour cela, eh bien, nous avons 900 enseignants-chercheurs, dont 50% sont issus du monde professionnel. Et puis, on va avoir évidemment un environnement qui nous permet de pouvoir délivrer ces formations avec un réseau de 5 bibliothèques, des équipements et matériels pédagogiques adaptés, des formations qui vont associer les apports théoriques et la pratique, et puis également des formations en présentiel, en distanciel ou en hybride. Donc, ces formations, elles sont destinées à qui? À des cadres et dirigeants d'entreprise, à tous les acteurs de la solidarité nationale et internationale, aux professions juridiques, au personnel des organisations à but non lucratif d'utilité publique, aux laïcs, des diocèses et associations religieuses, au personnel des établissements d'enseignement et également des organismes de formation, et puis également aux professionnels de soins et de la santé. Donc, ces formations professionnelles, elles démarrent en septembre ou en janvier. Donc, en l'occurrence, là, pour le DU, ce sera en janvier. Elles sont toutes adaptables en formation mesure pour une organisation. On peut faire de l'analyse de pratique et de l'approche pluridisciplinaire. Les publics vont être variés. Ce sont des expériences humaines et de la quête de sens. Voilà, donc c'est ce que vous allez voir justement dans la présentation de Cécile dans un instant. Cécile, je vais te passer la main pour que tu puisses rebondir là-dessus. D'accord. Bien, ben merci beaucoup. Merci Katia pour cette présentation générale de notre environnement. Et je crois que c'est important ce que tu dis en matière de... Je pense qu'on a une structure qui n'est pas immense pour une université, mais qui est à taille humaine et aussi qui offre, et on a beaucoup progressé aussi avec le Covid, comme tout le monde, qui offre un environnement à la fois, comment dire, présentiel, mais aussi virtuel et une interaction entre les deux qui nous permet de créer des formations un peu innovantes.
Et c'est ce dont je vais essayer de vous parler. Alors, est-ce que vous voyez Oui, mon tableau? oui, Voilà, oui, donc on je le vais voit. essayer de... Voilà, vous voyez mon petit tableau? Oui, Des présentations. Bon, alors, eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Je suis ravie d'être là. Katia, c'est toi qui prends le relais pour accepter les oui, gens? tout Oui, à d'accord, fait. super. Euh, Je donc, gère, je suis t'inquiète ravie. Moi, pas. je m'appelle effectivement Cécile Dubernet. Je suis enseignante-chercheuse en relations internationales depuis une vingtaine d'années. Et je travaille depuis 15 ans à l'Institut catholique de Paris, où on a développé des programmes autour des questions de la solidarité, de la sécurité humaine, de l'humanitaire, etc. Et parmi ces programmes, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un programme, un diplôme universitaire, donc ce n'est pas un master ou une licence, c'est vraiment un diplôme professionnel qui est validé, comme vous le voyez ici, par France Compétences au niveau enfin, non, la reconnaissance professionnelle. France Compétences est associée au RNCP et au ministère du Travail. Et c'est un diplôme que nous avons développé, pas tout seul, parce qu'il nous faut aussi des professionnels. Nous travaillons avec le Comité français pour l'intervention civile de paix, qui lui-même est une plateforme qui regroupe différentes organisations d'intervention civile de paix, c'est-à-dire d'acteurs qui travaillent à la protection non armée dans des terrains divers et variés. Et je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec d'une part Roger, qui est un alumni de 2023 et qui travaille avec le CACIT au Togo et donc qui a vraiment suivi ce parcours pour développer ses compétences. Et puis, je suis venue, nous avons aussi une petite intervention de Louise Massite, qui n'est pas une alumni de ce diplôme, mais qui travaille avec un des partenaires du Comité français pour l'intervention civile de paix, les Brigades de paix internationales, qui sont une des organisations les plus importantes dans ce champ, avec une reconnaissance au niveau des Nations Unies. Alors, je vais commencer par le plus compliqué, c'est-à-dire déjà essayer de vous dire ce qu'est l'intervention civile de paix en quelques mots, parce que c'est quelque chose qui est relativement peu connu en France. L'intervention civile de paix, c'est en fait à la demande, c'est quelque chose qui se pratique à la demande de défenseurs des droits locaux, c'est-à-dire de journalistes, c'est-à-dire de syndicalistes, c'est-à-dire d'avocats, c'est-à-dire de défenseurs des droits des femmes, des droits de l'environnement dans différentes parties du monde, qui souvent ont besoin d'un soutien, d'un relais parce qu'ils sont en difficulté ou menacés, ou tout simplement pour communiquer avec le reste du monde. Et donc, dans ces contextes-là, on peut avoir des envois d'équipes qui sont non armées, mais qui sont formées à différentes compétences, et notamment l'observation des situations, la documentation d'une situation, la communication non violente, la gestion des rumeurs, l'accompagnement des personnes menacées, la médiation locale, etc. Toute une série de compétences. Alors, je les ai symbolisées ici par quelques petits dessins, mais en particulier ces quatre-là, l'observation des situations, la capacité à documenter, l'accompagnement, la médiation de proximité, parfois l'interposition. Ça, ce sont des compétences très, très précises. Alors, c'est important de bien mesurer ça. Et dans ce schéma-là que je vous partage, on explique souvent en introduction que l'intervention civile de paix, c'est une forme d'intervention dans des zones assez tendues, dans des zones conflictuelles, qui n'est ni humanitaire, ni militaire. On n'est pas humanitaire parce qu'on n'apporte rien de matériel dans la zone, pas d'aide, etc. Et on n'est pas militaire parce qu'on n'est pas armé. Et donc, en fait, la seule ressource qui est apportée, elle est relationnelle, c'est la présence. Et la présence, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement puissant, mais qui est aussi très manipulable. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment travailler en quoi cette présence peut aider à transformer le conflit. Et d'autre part, la sécurité des personnes qui sont sur le terrain, elle est extrêmement fragile puisqu'ils sont non armés et donc leur sécurité tient finalement de leur relationnel et de leur compréhension de ce qui se passe et des informations qu'ils récupèrent et de tout leur lien avec tous les acteurs armés et non armés d'un secteur. Donc ça fait partie vraiment des choses qui sont importantes pour comprendre ce que c'est que ce travail. Et en France, on connaît mal ce travail parce qu'on est des grands spécialistes de l'action humanitaire, on connaît bien MSF et compagnie, on connaît bien l'action militaire aussi. Mais entre les deux, il y a toute une série de compétences que nous, on n'a pas trop travaillé en France, mais qui est particulièrement travaillée par les pays scandinaves, par l'Allemagne, par le Canada. Et donc, on a créé cette formation
pour décliner en français aussi des choses qui existent de par le monde et qu'on connaît assez mal. C'est pratiqué par de larges institutions, hein. L'Union européenne fait de l'observation, par exemple l'observation d'élections, l'OSCE, mais aussi c'est pratiqué par beaucoup d'ONG. Et ça, c'est important parce que ce sont elles qui ont une meilleure connaissance du local. Juste quelques points sur les principes, puisque c'est lié aux compétences, hein. Là, protéger sans armes, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui est très construit et qui se base sur 3 grandes bases, des principes, des valeurs et des méthodes, des outils et des compétences. Donc là, je vous ai résumé un petit peu les grandes valeurs, hein. On est sur les grands droits fondamentaux, internationaux, reconnus au niveau international, mais aussi en droit local. Donc en fait, il faut connaître, hein, il faut qu'on travaille avec les acteurs locaux et c'est eux qui connaissent bien le droit local. Des principes, la primauté des acteurs locaux, la non-violence, l'impartialité, l'indépendance. Donc tout ça, c'est des principes à savoir mettre, acter chaque jour. Et aussi des méthodes. Et les méthodes, c'est ce dont je vous ai parlé, l'accompagnement, l'observation, la documentation, la médiation, etc. Et tout ça, ça requiert un certain nombre de compétences. Je vous ai mis celles de base. La première étant l'écoute, la capacité à écouter. Alors, je vois que quelqu'un vient d'arriver. L'analyse du conflit, la gestion de l'information, la négociation, le dialogue. Tout ça, c'est des choses qu'on travaille bien sûr dans la formation. Cette pratique de paix, elle a été commencée dans le début des années 80 et on a aujourd'hui effectivement une quarantaine d'années de retours d'expérience de toutes sortes d'organisations, des plus grandes à des plus petites, et je vous en ai mis quelques-unes, qui travaillent sur toutes ces questions. Alors, le CICR, par exemple, hein, on a d'ailleurs certains de nos anciens étudiants qui travaillent pour le CICR maintenant, qui est vraiment une entreprise clé en matière de protection du droit humanitaire international, qui travaille beaucoup, par exemple, à la réunification familiale, qui va travailler à la visite de toute la sécurité des gens dans les prisons, la visite des prisons, des choses comme ça. Alors, c'est dans plein de pays en guerre, mais ces questions-là se posent aussi dans des pays qui ne sont pas forcément en guerre. Le CIPAS au Mexique, je vous ai parlé des brigades de paix internationales, Louise en parlera, mais les Christian Peacemakers Team, qui s'appelle maintenant d'ailleurs Community Peacemakers Team, Non-Violent Peace Force, basée à Genève. Bref, quand on cherche, on va découvrir qu'il y en a beaucoup. Je tiens à insister sur le fait que c'est un travail qui est un travail de long terme, un travail difficile. Il n'y a pas de recette magique dans ce travail-là. Donc, si vous souhaitez vous y former, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Mais c'est quelque chose, ce sont des compétences qu'il va falloir travailler sur le long terme et travailler probablement avec les compétences que vous avez déjà. Parce que vous arrivez en formation professionnelle, vous arrivez déjà avec des expériences, des compétences. Et l'idée, c'est de compléter cela avec des outils qu'on peut effectivement partager. Justement, pour finir, quelques mots pour dire pourquoi est-ce que ça nous paraît important finalement de former un maximum de personnes de la société civile à ces compétences. Quelques points de base. D'abord parce que on est en train de prendre conscience véritablement que la sécurité humaine, c'est un enjeu global et majeur du 21e siècle. Et quand je dis sécurité humaine, c'est un concept qui a 25 ans, la sécurité humaine, et ça veut dire la sécurité environnementale, économique, politique et militaire, sociétale, culturelle. Donc c'est une vision large de la sécurité des personnes dans leur communauté, avec les différents niveaux de sécurité. Et ça, il faut bien le comprendre. Et ça nous touche, ça a touché l'Espagne cette semaine, ça touche tout le monde, et il va falloir apprendre à travailler en solidarité pour pouvoir traverser des crises en limitant la violence qui est utilisée. Et ça requiert une formation de chacun. La deuxième chose, c'est que d'un côté, on voit que les enjeux de sécurité augmentent, d'un autre côté, on a relativement peu de réponses classiques, traditionnelles, en matière de pensée stratégique de la protection humaine. On a des pensées nationales de la protection, on a la dissuasion nucléaire, on a beaucoup de choses, mais il nous manque une compréhension clé de ce que c'est que la sécurité au niveau des communautés, de comment on se prépare, comment on s'encourage, et pas en se refermant sur soi-même, mais en travaillant, en tissant du lien entre différentes communautés. Ça, ce travail-là, on a besoin de s'y former. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui est valide sur tous les continents. Pendant des années, moi, j'ai formé des gens, j'ai formé en anglais pendant plus de 10 ans, et puis maintenant aussi en anglais et en français. On avait tendance à dire, voilà, c'est quelque chose pour les pays en conflit, pour les pays en guerre. Aujourd'hui, on se rend compte que les conflits sont partout. Les zones de crise, elles peuvent se développer vraiment en quelques heures, quelques jours. Et donc, c'est là où il nous faut
des personnes bien formées et capables d'être leaders et de savoir comment gérer l'information, comment réagir rapidement quand il y a une crise, etc. Donc, y compris effectivement en Europe. L'ONU est très au courant de ça, et je vous ai mis une petite citation de l'ONU qui date de 2015, mais qui montre à quel point, ça fait une dizaine d'années que l'ONU a véritablement mis en place des stratégies, des situations pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau local et plus faire confiance aux communautés locales pour travailler la sécurité humaine. Et donc, nous, on travaille dans cet esprit-là aussi. Alors, je vais aller peut-être un peu vite. Là, je voulais mettre un petit peu l'accent sur ce qui se passe dans nos territoires, et par là, je parle plus des territoires européens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de questions, mais je pense que les personnes du continent européen qui sont en ligne vont vite comprendre ce que je dis. On est confrontés, nous aussi, à des tensions de plus en plus importantes, tensions géopolitiques, tensions écologiques. On est aussi confronté à des choses qui sont très importantes, c'est la manipulation de la peur et l'instrumentalisation de la peur dans les médias, dans les réseaux sociaux, par certains acteurs politiques qui conduisent à ce qu'on appelle une anomie sociale, c'est-à-dire que chaque personne se replie sur elle-même et va penser sa sécurité en matière extrêmement étroite, alors qu'en fait, on sait que collectivement, en matière de bien commun, on sera sécurisé si on travaille avec les autres. Et donc là, il y a des grands risques au niveau de ces instrumentalisations. Et puis, le risque aussi, c'est que ça menace des droits fondamentaux. On n'investit pas dans des ressources communes, les écoles, les hôpitaux, les prisons, les forces de l'ordre. On manque d'outils de formation de façon générale. Et donc, nos États, de façon générale, sont de plus en plus, nos États et les droits sont de plus en plus fragilisés. Donc, ça fait partie aussi du travail en ICP. On dit qu'on soutient l'État de droit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de construire une sécurité parallèle à l'État, il s'agit de travailler dans le cadre de la transformation de l'État ou du maintien de l'État de droit. Le DU, donc, pour être, maintenant que je vous ai parlé du fond, en forme plus pratique, donc, c'est un partenariat, je vous l'ai dit, entre l'Institut catholique de Paris et le Comité français pour l'intervention civile de paix. C'est une formation qui est éligible au financement par le CPF, le compte personnel de formation. Donc, vous pouvez la trouver sur France Compétences et vous financer comme ça si vous êtes évidemment en France. Les compétences clés qu'on cherche à développer, c'est savoir mobiliser les outils, les principes, les outils juridiques et savoir aussi analyser les conflits, identifier les méthodes d'action non violentes qui sont pertinentes, qui sont efficaces dans différents contextes. Et puis, un troisième une chose très importante, c'est aussi de travailler sur soi-même et d'identifier quelles sont nos forces, quelles sont nos expériences, quelles sont nos limites en situation de tension, de façon à pouvoir centrer nos efforts sur les champs qui nous sont importants et sur les compétences et les façons de faire qui nous conviennent le mieux. On n'est pas tous faits pour être en ligne de front sur une manifestation dans la rue. Il y a des gens qui vont être plus dans le travail, la stratégie, dans la communication, mais chacun doit être capable de bien comprendre comment il peut devenir un acteur de paix, comment il peut développer la puissance de sa présence de paix. On a structuré le DU en 6 unités d'enseignement. Les 2 premières sont des unités d'introduction avec un parcours en ligne, d'une part, à partir de janvier, et puis avec une unité d'enseignement, alors qui est souvent décrite et qui était jusqu'à l'année dernière, une semaine de visio. Cette année, je vous l'ai mis en rouge, on a mis un petit changement. Au lieu de faire une semaine d'affilée, ce qui est assez lourd en visio, une semaine intense en visio, on a fait 3 fois 2 jours sur des vendredis, samedis, parce qu'on s'est dit que ce serait mieux pour des professionnels en particulier. C'est peut-être plus facile de libérer vendredi, samedi que de libérer une semaine entière. Donc, on a identifié 3 week-ends avec différents intervenants pour présenter le travail. Ensuite, il y a 3 unités d'enseignement donc, qui sont des parcours en ligne UE3, UE4, UE5, qui sont des parcours en ligne thématiques, un sur la médiation, un sur l'analyse juridique et un sur la préparation au départ et à la sécurité. Et la dernière semaine, c'est la semaine 6. C'est une semaine de simulation en présentiel. Alors, elle, il n'y a pas le choix. Il faut qu'elle soit en présentiel. Toutes les autres sont en ligne. Mais là, il faut être en présentiel. Elle aura lieu. Alors, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on espère avoir en fait 2 semaines. Une semaine
en France, qui aura lieu dans la semaine du 23 au 27 juin. Normalement, c'est encore à confirmer, mais c'est la semaine vers laquelle on part. On informera tout le monde. Et la nouveauté qu'on espère mettre en place, c'est une semaine de simulation au Togo pour permettre à nos collègues africains de pouvoir se former plus proche de leur terrain. Et ça, je laisserai la parole à Roger dans une minute, puisqu'il fait partie de l'équipe d'organisation. Voilà, vous avez ici quelques informations importantes. Aussi, le coût est de 1 550 €, donc un financement possible par CPF en France. Et puis, pour toutes les autres informations, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse indiquée, c'est dubernayicp.fr, ou alors contacter aussi le Comité français pour l'intervention civile de paix, sur lequel vous pouvez aller voir. Il y a aussi d'autres ressources sur ce qu'est l'intervention civile de paix. Voilà, je vais arrêter le partage et je vais passer tout de suite la parole à Roger pour qu'il vous parle un petit peu de son expérience. Roger, à toi. Roger, on ne Coupe ton t'entend pas. micro. T'as coupé ton micro. Ouais. Désolé. Donc, je disais un grand merci à Cécile pour m'avoir fait l'honneur de pouvoir partager justement mon retour d'expérience après cette formation vraiment intense qu'est le DU ICP. Donc, je m'appelle Roger Kpakou, je suis togolais d'origine, je suis défenseur des droits humains et j'occupe actuellement le poste de coordonnateur du programme régional Afrique du CACIT. Le CACIT qui est un réseau de 14 organisations qui travaillent sur les questions de droits humains depuis 2006 au Togo. Et bon, justement, depuis 2019, on a un programme régional Afrique. Donc, j'ai eu la chance, effectivement, avec certains collègues m'ont précédé, mais j'ai eu la chance l'année passée avec un autre collègue, Takla Marcus, de suivre la formation, le DU Intervention civile de paix. Donc, je suis censé vous dire concrètement ce que ce diplôme a pu m'apporter. Et je le dis de façon sincère, c'est une opportunité unique, en tout cas pour moi, et pour tous ceux qui s'intéressent à la matière des droits humains, que ce soit, bon, là, je vais parler du contexte africain, pour tous ceux qui s'intéressent à la matière en Afrique, c'est une opportunité unique de pouvoir revisiter certains grands principes. Et surtout, quand on parlait d'intervention civile de paix, ça me semblait très abstrait. Et au terme de cette formation, d'abord, on a eu beaucoup de cours en ligne. Je pense que c'est 6 à 7 mois de cours en ligne, si je ne me trompe pas. C'était en tout cas beaucoup de cours en ligne qu'il fallait suivre et valider progressivement. Déjà, ça m'avait permis personnellement de voir un peu comment, dans notre approche, c'est-à-dire que dans nos interventions sur le terrain, mettre davantage d'emphase sur la collaboration que nous avons par exemple avec les acteurs, puisque nous ici, nous faisons, je vais donner des exemples concrets, mais nous travaillons beaucoup dans les prisons, nous travaillons beaucoup les mouvements de masse, par exemple les manifestations, nous intervenons pour le monitoring en matière électorale aussi, nous déployons beaucoup de volontaires sur le territoire national. Donc, comment coordonner tout ceci, et agir sur les gemmes de conflit. Donc, moi, je pense que ça m'a donné beaucoup plus de méthodes dans mon approche de la chose. Donc, on a fait certains cours, par exemple, je parle de médiation, analyse de conflits, cartographie. On l'a eu avec le professeur Mayol. Et ce sont des thématiques que, pour nous praticiens, ce n'est pas forcément évident pour nous de maîtriser cette façon scientifique-là d'approcher. Bon, je dis scientifique, c'est peut-être trop dit, mais cette façon scientifique d'approcher le travail que nous faisons au bénéfice des détenteurs de droits. Donc, concrètement, euh, on a aussi beaucoup appris, mon collègue et moi, lors de la semaine en présentiel. Je pense que l'apothéose, c'est la semaine en présentiel. Et déjà,
pendant le parcours, on apprend à tisser des liens d'amitié avec les autres participants à la formation, les autres étudiants. Mais la semaine en présentiel, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Personnellement, je me dis que ça m'a grandi énormément. Je pense que ça m'a vraiment mis au large. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'ai redécouvert mes fragilités sur certains aspects. Vraiment, pour vous dire, même plusieurs ont pleuré à certaines simulations. C'est dit comment cette semaine a pu nous mettre dans en contexte, c'est-à-dire que euh, nous faire simuler au plus proche du réel que possible certaines situations et que certains d'entre nous avaient déjà vécu, mais c'était vraiment un espace de partage et moi, ça m'a permis de revoir mes fragilités ensemble, de voir comment construire des méthodes ou mécanismes de résilience. Parce que, en tout cas en Afrique, de plus en plus, beaucoup de conflits, de plus en plus restrictions de l'espace civique. Je ne vais pas revenir sur des thématiques ici pour alarmer davantage les gens, mais vous savez un peu ce que nous tous nous avons comme défis ou difficultés en commun. Donc, des personnes qui veulent, des défenseurs des droits de l'homme, des personnes qui veulent travailler sur cette matière, on en a besoin. Maintenant, l'ICP, c'est vraiment une opportunité, je dis unique, parce que pour moi, c'est une opportunité vraiment qui permet au plus de développer, voilà, un certain nombre de compétences. Et puis, je venais de les citer, hein, parce que le travail sur le terrain, ce que nous faisons sur le terrain, il y a beaucoup de facteurs qui vont présider à la réussite de nos actions sur le terrain ou non. Par exemple, moi, sincèrement, on a fait, je pense, c'était sur le cours de analyse des conflits, analyse des conflits, cartographie des acteurs, tout ça. Ça nous a permis de voir encore davantage combien important la collaboration avec les acteurs locaux, avec les acteurs publics, comment gérer l'information dans des contextes de crise, tout ça. Et je pense que notre organisation a largement profité de cette expérience-là. Donc, je disais que je vais donner des exemples concrets. Par exemple, en matière électorale. En matière électorale, nous savons bon, comment vraiment les périodes électorales sont sensibles chez nous. Et ça, je ne vais rien apprendre à personne. Donc, comment justement apporter c'est-à-dire faire de la présence auprès des populations civiles de sorte à peut-être prévenir des violences ou à résoudre des cas de violence, tout ça, mais en préservant notre sécurité. Quand je disais que la formation m'a personnellement aidé à revoir certaines fragilités, c'est aussi notre vulnérabilité sur certains contextes, dans certains contextes de conflit. Des fois, on y va comme des superman, en parenthèse, mais voilà, il y a un certain nombre de mesures de sécurité à apprendre, tout ça. Donc, on a eu largement le temps de revenir là-dessus, puisqu'on avait un cours sur la préparation au départ, la sécurité, tout ça. Donc, concrètement, je pense que nous faisons un travail beaucoup plus sain pour les populations qui sont bénéficiaires, même pour nous, et même pour nous. Parce que, bon, je le dis souvent lors des formations plus jeunes, bon, l'idée, c'est vrai, il y a cette passion de vouloir aider, de vouloir travailler, mais des fois, quand tu ne sais pas t'y prendre, tu crées des problèmes aux bénéficiaires, tu te crées toi-même des problèmes. Voilà. Il y a ce fameux principe de do not harm, c'est-à-dire ne pas finalement venir voilà, créer davantage de problèmes qu'il y en avait. Donc, je pense que c'est une formation que je recommanderais pour tous ceux qui sont de mon réseau. Vous savez comment je vous ai parlé de cette formation. C'est parce que si je trouve quelque chose qui est bien, j'ai l'obligation de vous en parler. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je pense que l'information est là. Et davantage, on a eu, lors de la formation de 2023, beaucoup d'Africains, de collègues qui devaient venir de pays africains qui n'ont pas pu arriver, et soit à cause du coût, justement, qu'il fallait supporter pour le billet d'avion et autres, soit surtout, à cause des questions de visa. Pour des questions de visa. Et ça, déjà, pendant que nous, on était en formation, à la session présidentielle, plusieurs Africains manquaient à la rencontre. Et cette année même,
il y a encore beaucoup qui n'ont pas pu participer, terminer leur cursus à cause de cette question. Soit, je dis encore, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, c'est un coût pour les Africains d'aller pour la semaine en présentiel. C'est vrai que le séjour lui-même, il est pris en charge par l'école, mais le billet d'avion, justement, tout ça, ça peut représenter des coûts énormes pour certains. Donc, et en plus, il y a surtout la question du visa qui complique l'accessibilité ou bien l'accès de certaines personnes très désireuses de faire cette formation-là à la session présentielle. Donc, ensemble avec l'école, il y a cette session délocalisée au Togo qui est en train d'être développée. Et je pense que c'est vraiment tout faire pour que tous ceux qui sont désireux de suivre la formation et pour qui la session présentielle représente, voilà, c'est un sujet de peur, de crainte. Est-ce que je vais avoir le visa? Est-ce que je vais pouvoir y participer? Donc, vraiment, la session délocalisée va vraiment rapprocher la formation de toutes ces personnes-là. Ceci est que la session, je pense que la semaine en présentiel à Paris, elle demeure. Donc, pour tous ceux qui voudraient ou voudront faire le déplacement. Maintenant, pour ceux qui, comme pour les raisons que j'ai précitées, ne pourraient pas s'y rendre, justement, la session délocalisée au Togo va venir résoudre voilà, ce problème. Donc, tellement de choses à dire, mais je pense que j'encourage les collègues, et pas seulement les professionnels, hein, puisque moi, j'ai été surpris à la fin de ce parcours d'avoir un diplôme académique et un certificat professionnel. Donc, déjà là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Celui qui est venu en quête de la bonne information, il l'a déjà. Donc, pas que pour les professionnels, mais les personnes désireuses aussi, de se familiariser, de côtoyer ce monde. Je pense que c'est une super porte d'entrée qu'est le diplôme universitaire en intervention civile de paix. Cécile, je ne sais pas si j'ai été trop long ou trop court, mais voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger. Merci pour le témoignage et pour le relais. Effectivement, une session délocalisée en Afrique, c'est vraiment un objectif pour pouvoir ouvrir la formation à plus de monde. Ce que je propose de faire, c'est de passer tout de suite la parole à Louise aussi, qui va nous parler d'un autre continent, puisqu'effectivement, l'intervention civile de paix est née en fait en Amérique centrale et latine il y a longtemps, et qu'elle en revient, et qu'elle peut nous parler aussi de ce qui se passe un petit peu sur le terrain, de son expérience. En même temps, je vois que les gens lancent des questions, donc on va essayer de répondre soit par écrit, soit aussi plus tard après, quand vous aurez donc des questions. Louise, je te passe la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien malgré mon casque? Ouais. Vous m'entendez? Super. Oui. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous. Donc, moi, effectivement, je ne suis pas diplômée de ce diplôme universitaire, mais voilà, j'ai connu l'intervention civile de paix directement sur le terrain, puisque je reviens il y a peu de 2 ans en Colombie avec une organisation internationale qui s'appelle PBI, donc les Brigades de paix internationales. C'est une ONG qui intervient directement sur le terrain dans 8 pays différents, principalement en Amérique latine, Amérique centrale. Donc on a le Mexique, la Colombie, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Il y a aussi une équipe de terrain au Népal, en Indonésie et au Kenya. Je crois que c'est les différents projets qui sont menés. Et à côté de ça, l'organisation a aussi des groupes nationaux. Alors, par exemple, il existe PBI France, PBI Espagne, PBI États-Unis, qui sont plus dans un travail de sensibilisation, de formation, de communication, voilà, autour de tout ce travail qui est fait dans l'organisation. Donc, moi, l'idée, c'était de vous parler plus de mon expérience de terrain, du coup, en Colombie. Donc, pour moi qui ne faisais pas partie d'un pays voilà, qui est directement face à des conflits où la protection des droits de l'homme est devenue vraiment une lutte et un combat, l'intervention civile de paix, ça a vraiment été pour moi un moyen de participer, d'amener ma petite participation, ma petite graine
voilà, à ce combat. Alors, pour vous faire une petite présentation générale, du moins de ce qui est l'organisation en Colombie, chaque équipe de terrain peut avoir des organisations un peu différentes, mais voilà, pour vous faire une présentation un peu générale de la Colombie, on a différents pôles qui construisent PBI. On a un premier pôle de plaidoyer. Donc voilà, des plaidoyers, des personnes qui vont pouvoir communiquer, apporter une grande visibilité aux personnes qu'on accompagne sur le terrain, parce que c'est quand même le but premier de PBI, c'est de permettre d'ouvrir et de protéger les espaces de travail des personnes défenseurs des droits de l'homme, des droits de l'environnement. Donc on a ce premier pôle plus qui est dans le plaidoyer, qui va essayer de faire accentuer la visibilité de ces personnes, de leur travail, de leur lutte au quotidien. À côté de ça, on a aussi un accompagnement psychosocial. Nous, avec l'équipe de PBI Colombie, on avait une équipe voilà, qui allait aussi proposer aux organisations qu'on accompagne des ateliers sur la protection, sur l'attention psychologique. Et en dernier point, donc celle dans laquelle je me suis moi-même engagée, c'est l'équipe de terrain. Donc en fait, on est des volontaires de terrain qui vont accompagner physiquement, en présentiel, les défenseurs des droits qui sont malheureusement très menacés en Colombie. La Colombie, pour les dernières années, a été le pays où il y a eu le plus de violations, de menaces, d'assassinats contre les personnes défenseurs des droits environnementaux. Donc voilà, c'est un pays qui est encore très en conflit et dont le travail des défenseurs est très compliqué. Et donc nous, en tant qu'équipe de terrain, on va accompagner physiquement ces défenseurs dans les lieux où ils doivent se rendre, s'il y a des assemblées, s'il y a des trajets à faire voilà, pour se rendre à leur lieu de travail, on va pouvoir les accompagner pour essayer d'éviter au maximum toute menace ou tout risque qu'il pourrait y avoir. Nous, notre principe, l'idée du travail de base, c'est vraiment la dissuasion. Donc, on se base aussi sur toute cette stratégie de communication. On va essayer de communiquer au maximum sur nos sorties de terrain pour essayer qu'il ne se passe rien. Donc, on a beaucoup de relations avec les autorités locales, donc que ce soit la force publique. On a des rencontres assez régulières avec la force publique, les militaires, les policiers, voilà, pour leur rappeler notre présence sur le terrain, leur rappeler leur responsabilité aussi en tant qu'État de protéger ces personnes. Donc c'est important pour nous de maintenir une relation avec eux aussi pour leur mentionner et leur rappeler à chaque fois le travail légitime qui est fait par ces défenseurs. Voilà, pour vous donner les exemples concrets un peu de ce qu'on pourrait faire au jour le jour. Il y a quelque chose qui est très important pour moi et c'est un des principes phares de PBI, c'est la non-ingérence. Donc, c'est-à-dire que nous, on accompagne physiquement, comme je vous disais, les défenseurs, mais à aucun moment on intervient ou on participe au travail qu'ils effectuent. Voilà, on a une présence physique et une présence d'observateurs internationaux, un travail de communication autour de ça, mais à aucun moment on intervient directement dans leur travail. Donc, basiquement, ça se compose, on ne fonctionne, c'est un point aussi de la non-ingérence, on ne fonctionne que par demande d'intervention. Donc, nous, on va recevoir les demandes de ces organisations, de ces communautés ou des personnes directement, des individus qu'on accompagne. Voilà, une demande d'accompagnement, j'aurais besoin de l'accompagnement de PBI pour tel déplacement, pour telle assemblée, pour tel événement. Donc nous, on reçoit l'information, on fait une analyse de la demande, une analyse du contexte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maintient au quotidien, de faire des veilles médiatiques, de se tenir au courant voilà, de la situation du contexte dans cette zone où on intervient. On continue à avoir ces relations avec les forces publiques pour savoir un petit peu la situation en termes d'ordre public, voilà, s'il y a eu des gros événements en termes de sécurité qui doivent être pris en considération, parce que bien sûr, l'idée, ce n'est pas non plus de mettre les volontaires de terrain en danger. Donc, on veut être sûr que l'action qu'on puisse mener
autant pour les personnes qu'on accompagne, autant que pour les volontaires directement sur le terrain, puissent être menés à 100% en termes de sécurité. Et voilà. Donc, on a toute cette analyse du contexte et de sécurité qui est en place pour sortir de ça une conclusion de si ça peut être intéressant et ça semble être normal qu'on puisse accompagner. À partir de là, on a donc une sortie sur le terrain directement avec les personnes défenseurs. Ça peut être une sortie d'une journée, de quelques jours, voire d'une semaine et quelques. Là, pour l'exemple, moi, j'ai été du coup dans une équipe de terrain qui était au nord-est de la Colombie, presque en frontière avec le Panama. Et de là, on accompagnait 3 organisations. La communauté de paix de San José de Apartado, qui est une communauté paysanne qui s'est formée à la fin des années 90 voilà, pour lutter contre les déplacements forcés et le conflit qui régnait dans la région entre des acteurs illégaux et les forces armées de l'État. On accompagnait aussi la commission de justice et paix, qui est une organisation d'avocats qui, eux, rentrent sur le terrain accompagner les communautés, prendre les témoignages de communautés qui ont été victimes voilà, de violations des droits. Donc, c'est les avocats qui rentrent sur le terrain pour les accompagner directement. Et une dernière organisation qui s'appelle DH Colombia et qui est aussi une organisation d'avocates voilà, qui participent. Nous, on les accompagnait principalement pour les relations qu'elles avaient avec la communauté de paix et principalement sur le thème des terres, de la restitution des terres. Donc, voilà un petit peu pour le travail que l'on fait à PBI. Je ne sais pas s'il y aura des questions ou s'il y a un besoin que je rentre plus en détail, mais voilà, pour une présentation globale de ce qu'on fait sur le terrain. Ouais, merci beaucoup Louise. C'est super d'avoir un témoignage qui arrive directement du terrain. Et je crois que ce que tu as bien souligné, c'est la diversité des types de tâches et de missions qui peuvent être faites et le fait, et ça c'est super important en intervention civile de paix, que la main de la résolution du conflit, elle est dans les populations locales. Hein. Tout ce qui peut être pérenne doit être endogène, doit être porté par les populations locales. Et ce qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui, c'est qu'elles portent les choses, elles cherchent des solutions, elles développent des idées. Toute la question est dans l'interaction entre les différents niveaux, entre ce que portent les populations locales et l'aide qu'elles peuvent recevoir parfois de l'extérieur. Et dernière chose que je voulais dire avant de passer la main en question, c'est vraiment de dire que ce qu'on a vu là sur le continent africain par Roger, sur le continent américain par Louise, c'est quelque chose qu'on voit aussi, je vous l'ai dit, se développer en Europe. Par exemple, on voit aujourd'hui à Calais, par exemple, qu'il y a des systèmes d'observation de ce qui se passe auprès des migrants. On voit que la Ligue des droits de l'homme a un groupe d'avocats qui suit les manifestations en France pour être capable de documenter de façon objective et de faire la médiation entre police et manifestants. On voit beaucoup de différentes formes d'outils qui se développent et c'est de ça véritablement dont on parle, c'est comprendre ces enjeux-là dans nos communautés. Voilà, Katia vient de vous proposer de lever la main si vous avez des questions. On est tous les trois là pour vous écouter. Alors, on a une question dans le fil. Oui, je vois justement. Alors, j'en vois deux même. Je prends la plus courte d'abord. La seule semaine en présentiel est en juin, oui. Le reste, c'est en ligne. Alors, vous pouvez toujours venir, hein, vous êtes étudiant, si vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez toujours venir travailler à l'Institut catholique de Paris, aller à la bibliothèque, vous avez accès à toutes les ressources bibliothécaires, que vous soyez en ligne ou pas. Mais il y a une semaine de présentiel et c'est au mois de juin et on le verra, il y aura une semaine en France et on espère bien aussi une semaine au Togo. Donc après, à vous de vous départager. J'essaye de reprendre les autres questions. Une autre question juste au-dessus. Oui. Est-ce que l'autorisation préalable aux autorités locales ne peuvent pas être atteintes? Est-ce que l'autorisation préalable aux autorités locales ne peuvent pas être une atteinte à l'assistance en situation de violation des droits humains? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question, Louise ou Roger. Est-ce que la question c'est, est-ce que si on attend l'autorisation des autorités locales, on ne peut pas finalement protéger?
Peut-être poser la question oralement pour qu'on puisse suivre. Ah oui, il faut que je donne le micro. Hop, KM, j'active. Ah bah, la personne peut activer son micro. Kofi Samuel. Alors, mais, il a réécrit Samuel, Oui, n'est pas une pas un atteinte, frein. mais un frein. Il s'est trompé. Ah, un frein, d'accord, oui, effectivement. En fait, c'est toujours un jeu, hein. Les autorités, ça c'est PBI, les autorités n'ont pas forcément envie de voir une observation internationale, mais elles sont un peu contraintes parce qu'elles prétendent, toutes les autorités prétendent protéger, et c'est d'ailleurs le travail d'un État, et c'est important, de protéger les citoyens. La difficulté, c'est qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on prétend au niveau diplomatique, etc., et les réalités de ce qu'on fait. Et donc, les autorités sont un peu coincées, sont obligées d'accorder une certaine transparence. Mais en même temps, ça leur pose problème. C'est dans cet espace un peu gris qu'interviennent des organisations comme PBI. Je ne sais pas si Louise, tu veux répondre. Eh ben oui, c'est exactement ça. C'est une sorte de jeu, un petit peu malheureusement un jeu diplomatique qui est obligé de se mettre en place. Donc nous, on garde ces relations avec la force publique parce que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour la sécurité, simplement pour rentrer dans le terrain. Sur le terrain, on est obligé d'avoir de ces relations-là en cas de gros problèmes, qu'on puisse aussi venir nous chercher. Et en plus de ça, alors que PBI, un principe phare aussi de PBI, c'est l'impartialité. Donc toujours, c'est pas une neutralité, on est en pro de la défense des droits de l'homme. En attendant, on est impartial par rapport au conflit. Donc, on ne vient pas, un point important aussi, on ne fait pas de dénonciation publique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas dénoncer directement ce qu'on a vu sur le terrain. Il s'est passé ci, en pointant du doigt les forces publiques voilà, qui ne font pas leur travail. Donc, ça, on ne le fait pas. Ça nous permet aussi de pouvoir rester sur le terrain et ça se joue dans ce jeu un petit peu diplomatique. Mais en attendant, on a aussi ces réunions avec la force publique pour leur rappeler justement leur responsabilité en tant qu'État et force publique de protéger l'entièreté de leur population, de permettre un accès aux droits. Voilà. Donc nous, on va profiter de leur présence sur le terrain aussi pour qu'ils nous fassent part des dernières informations qu'ils ont sur l'ordre public. Mais c'est vrai qu'on fait ça avec la force publique, mais on fait ça aussi avec les d'autres organisations qui sont présentes sur le terrain, que ce soit des organisations nationales ou d'autres organisations internationales, les missions de vérification de l'ONU, par exemple, pour nous avoir un contexte et une vision globale de la situation avant de sortir sur le terrain. Mais normalement, si nous, notre conclusion au travers de notre recherche a été on peut sortir sur le terrain, on va quand même faire un appel à la force publique et à aucun moment ils nous disent non, on vous interdit formellement de sortir sur le terrain, ça n'a pas à voir avec ça. On leur demande des informations, s'ils ont des informations un peu précises à nous transmettre sur l'ordre public. Voilà. Donc, ce qui est vrai, que c'est important de comprendre qu'il y a une interaction qui se joue. Le principe de l'intervention civile de paix, c'est d'être en lien avec tous les acteurs et avec pour objectif de faire baisser les niveaux de violence dans la transformation du conflit. Le conflit appartient aux acteurs locaux, c'est à eux de le gérer, mais la présence tierce peut véritablement aider à faire en sorte qu'au lieu d'utiliser la violence, on utilise les règles de droit des deux côtés quelque part. Donc, il y a un travail à faire, hein, et il n'est jamais facile. Alors, il y a une question très pratique. S'il n'est pas possible à un candidat ayant suivi cette formation de voyager en France dans le cadre de la semaine en présentiel, est-ce qu'il y aura une autre possibilité pour ce candidat de se rattraper plus tard? Alors, normalement, non. Parfois, exceptionnellement, on autorise une réinscription quand il y a vraiment eu un blocage au niveau des visas. Mais l'objectif, c'est véritablement que les gens qui s'inscrivent puissent aller au bout de la formation. C'est pour ça que cette année, on est en train de travailler à une formation, à une semaine de simulation également au Togo, pour pouvoir véritablement travailler, finaliser la formation en un an. C'est quand même l'objectif. Et les choses qui traînent en général ne se finalisent pas. Donc, véritablement, il faut que vous réfléchissiez de votre côté
On ne commence pas quelque chose. Donc, si vous commencez quelque chose, c'est que vous puissiez arriver au bout. Nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que vous ayez aussi la possibilité de le faire, même de ne pas vous accepter. Moi, je refuse des candidatures quand je sens que véritablement, il n'y aura pas de possibilité de finir ou pas de possibilité de visa, ou etc. C'est l'expérience qui nous a appris ça. Maintenant, voilà, on essaye de travailler pour que tout le monde puisse aller au bout de la formation dans les 7 mois, de janvier à juillet de l'année 2025 pour celle à venir. Et du coup, je réponds à la question sur les calendriers précis des modules. Donc, l'UE1 et l'UE2, c'est janvier-février. L'UE3, c'est en gros février jusqu'à mi-mars. L'UE4, mi-mars jusqu'à fin avril. Et l'UE5, mai jusqu'à mi-juin. Puis mi-juin, il y a l'UE6. OK. Et en général, on laisse encore un petit mois ou quelques semaines pour que les gens finalisent leurs travaux. Mais fin juillet, tout est bouclé. Et fin août, on a le jury de validation du diplôme universitaire. On vous renverra les dates de toute façon dans la foulée avec tous les éléments. Les dates ce sont des parcours. La plupart des modules en ligne sont des parcours. Donc, il y a de la flexibilité parce qu'il y a des gens qui ont des contraintes professionnelles compliquées. Mais en gros, vous avez là le programme sur les 6 mois. Alors, il y a en ligne, alors je vois qu'il y a des gens qui arrivent, il y a en ligne de la documentation. Si vous allez sur la page de la formation, vous allez voir qu'il y a de la documentation et on va remettre les dates plus précises. Quand on enverra le replay et la demande, on va faire un petit sondage sur ce que vous avez pensé de cette petite présentation. Nous vous enverrons de toute façon effectivement les liens vers la page sur le site de l'ICP. Dedans, vous pourrez télécharger les brochures. Par contre, il faudra repréciser, Cécile, les dates parce que je vois qu'elles n'y sont pas, les dates des UE. Alors, les dates pour 2025, effectivement, elles n'y sont pas encore parce qu'elles étaient en train d'être finalisées. D'accord, ok. Dès que tu les as, à ce moment-là, on les reprécisera. Oui, mais je vais le faire. Donc, dans la forme, je vais envoyer le petit PowerPoint que vous avez vu. Et là, il y a les dates indiquées pour les 3 week-ends de janvier et puis pour la semaine en France. Celle au Togo est encore à confirmer à venir. On va la rajouter. Il y a une Alors, on a d'autres questions. Oui, est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation où les autorités locales refusent l'assistance? Quelles sont les mesures disponibles pour les contraintes? Là, je vais me laisser mes collègues répondre. Roger ou Louise? Roger, on dirait qu'il est figé là. Ah mince, il a peut-être perdu la connexion. Ouais. Oui. Alors, Louise est-ce que toi... Ah, Louise aussi est figée. Ah non, c'est bon. Ah. La question, c'était si les autorités refusent, pardon, quand les autorités locales refusent l'assistance, quelles mesures peut-on prendre pour les contraindre? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question parce que nous, on ne demande pas d'assistance à la force publique, c'est-à-dire qu'on les prévient de notre intervention. Mais à part ça, donc je ne sais pas si c'était sur un point plus en particulier. En général, ce qu'on peut dire, c'est que les organisations internationales travaillent aussi de concert, c'est-à-dire que elles travaillent aussi, comme le disait Louise, avec des représentations de l'ONU, avec d'autres. Et donc, la pression sur les autorités publiques, elle se joue à plusieurs niveaux. Mais le travail de l'ICP, c'est un niveau vraiment au niveau local et de terrain. Par contre, on peut documenter des choses qui sont ensuite partagées de façon très confidentielle et très, très attentive, partagée avec d'autres. C'est ce que je peux dire. En fait, c'est pas les intervenants de paix qui vont pouvoir contraindre un gouvernement. Ça se joue de façon beaucoup plus subtile et complexe. Je voyais que M. Metzinger avait levé la main. Monsieur, est-ce qu'on ne vous a pas donné la parole, mais peut-être voulez-vous parler? Oui, bonjour. Je voulais simplement savoir quelles étaient les heures précises des visios UE1 de 3, 4, 5. Voilà. D'accord. Alors, UE1, 3, 4, 5, ce sont des parcours en ligne. Ce sont des parcours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heures. Ce sont des choses que vous faites. Il y a des systèmes de suivi de cours en ligne et ensuite de travail. On est en asynchrone. D'accord. Par contre, l'UE2
et l'UE6. L'UE6 est en présentiel. Et l'UE2, ce sont les 3 week-ends que j'ai identifiés. J'ai compris. Ça marche. Vous avez compris? Mais je pense que c'est nous qui ne sommes pas forcément très clairs. Donc, Non. je le remettrai. Quand je dis parcours en ligne, ça veut dire que et c'est fait pour des professionnels, c'est-à-dire que vous vous organisez comme vous le souhaitez. Vous avez 1 mois et demi à peu près pour compléter un parcours. J'ai compris. Parfait. Voilà, j'espère Merci. que c'est plus clair. Il y a une question sur l'obtention des visas. Oui, effectivement, nous donnons des lettres d'invitation, nous vous donnons voilà, la preuve que vous êtes étudiant, etc., tout ça pour les ambassades. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas forcément. Nous avons vu sur ces dernières années que l'attribution des visas dépend de nombreux facteurs et ce n'est pas forcément toujours cohérent d'une année sur l'autre. Ça peut dépendre aussi de changements de personnel dans les différentes ambassades. Donc, on ne peut pas garantir que les documents que nous nous fournissons pour montrer que vous êtes étudiant, que vous êtes assidu, etc., fonctionnent. Et c'est pour ça qu'on est maintenant très attentif à ce que vous puissiez avoir soit la chance de venir en France, c'est-à-dire si par exemple vous avez déjà eu un visa Schengen, en général ça marche bien, ou que vous suiviez la formation sur le continent africain pour éviter ce genre de problème. Voilà, donc ça c'est notre expérience. On a des gens qui sont venus en France, Roger est venu en France, mais ça devient parfois très compliqué et donc on veut éviter à nos étudiants dans ces contextes-là de se retrouver en difficulté. Il y a des questions sur le budget formation. Alors, Donc là, j'ai renvoyé le lien dont on parlait tout à l'heure dans le fil de discussion. Vous avez le d'accord. lien vers la page du DU ICP où Ouais. vous aurez toutes les informations liées au financement, le démarrage de la formation, le bouton d'inscription et le téléchargement de la brochure. Oui, voilà. Après, il y a eu un changement que j'ai indiqué dans ma présentation, c'est qu'au lieu d'avoir une semaine de formation en janvier, on a 3 fois 2 jours sur des vendredis, samedis. Ça, c'est la seule distinction par rapport à ce qu'il y a dans l'information. Ce que je voulais dire il y avait une question sur… oui, la formation, elle est finançable en CPF pour ceux qui sont professionnels en France. C'est important de le savoir. Sinon, oui, le coût est indiqué, oui, c'est effectivement le coût qui est indiqué, 1 550 €, c'est effectivement le coût indiqué par l'Institut catholique de Paris, c'est le coût demandé de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Si vous avez des questions, alors, n'hésitez pas à les… Il y a Kofi qui a précisé tout à l'heure, tu sais, la question, qui a précisé, qui parlait de la situation des autorités qui refusent Oui, que les organismes des droits de l'homme internationaux interviennent sur leur territoire, les contraintes possibles. mais il y a plusieurs choses. Soit on est déjà sur le territoire, et c'est la question de travailler l'influence entre le niveau local et le niveau national, soit il n'y a encore personne sur le territoire, et là, ça va se jouer plus au niveau diplomatique aussi. Mais c'est toujours, comme l'a dit Louise, c'est toujours une question de pression, de regard et d'interaction entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Ça se joue entre ces différents acteurs. Rien n'est joué d'avance et tout se travaille. Mais il y a tout un système de relais qui est mis en place par différentes organisations. L'ONU est assez actif là-dessus. Je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a des contacts téléphoniques pour davantage de précision? Alors, on n'a pas forcément mis de contact téléphonique, mais c'est très facile de nous contacter par mail. Soit le comité ICP, et je sais que Camille Tranois répond rapidement, soit moi. Si vous avez besoin de précision, il vaut mieux le contacter par mail et puis, si nécessaire, on s'appellera. L'adresse mail est sur le document que je vous ai donné et il est en ligne aussi. Je peux la remettre Oui, bien sûr. Mets je mets l'adresse ton mail. mail. Ok. Oui. Alors, je vois une bonne question parce que j'ai vu ça ce matin. Il y a une date limite qui est du 15 novembre. Elle n'est pas d'actualité, mais je vous conseille, si vous êtes intéressé, de postuler rapidement. Parce que par obligation, ça c'est l'université qui met ces dates, mais on a l'obligation, puisqu'on est finançable en CPF, on a l'obligation d'être ouvert jusqu'à
fin décembre pour un départ de formation début janvier, ce qui nous complique beaucoup la vie. Mais ça fait partie des règles du jeu. Donc, je vais devoir vérifier que les candidatures soient encore ouvertes. Mais après, tout dépend du nombre de candidatures que l'on a. Donc, actuellement, l'université indique le 15 novembre. Légalement, on va être obligé d'étendre. Mais bon, ça vaut pas le coup. Enfin, c'est plus simple. Le système universitaire d'inscription est assez compliqué. Ça prend du temps. Donc, c'est mieux, si vous êtes intéressé, de postuler plutôt rapidement. Est-ce qu'il y a Donc, un dossier à télécharger, Cécile, ou est-ce que les gens peuvent non, postuler directement? c'est une candidature en ligne. C'est-à-dire que vous déposez une lettre de motivation et votre CV et votre pièce d'identité, etc. Vous déposez ça en ligne et ensuite c'est examiné. C'est tout un système, c'est un peu une usine à gaz, mais ça se fait directement en ligne. Il suffit d'appuyer sur candidater. Voilà, ce n'est pas un dossier de candidature, c'est vraiment une candidature en ligne. Vous allez sur la page de la formation, il y a un bouton qui est marqué candidater, vous cliquez dessus et vous remplissez au fur et à mesure. Je peux avoir le lien sur l'appel Est-ce que je peux d'offres? avoir le lien sur l'appel d'offres? Je ne suis pas sûre de ce que la personne veut dire par appel d'offres. La candidature, Donc, alors on va remettre le site où candidater. Alors, je mets icp.fr et ensuite, il faut aller dans formation. J'ai envoyé le lien un petit peu plus haut dans la conversation. Ouais, c'est sur le site. Je vais le renvoyer. Candidater, voilà. Je vous renvoie le lien. Hop. Ouais, il faut renvoyer le lien, c'est plus facile. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, Katia. Donc là vous cliquez et vous arrivez directement sur la page du diplôme. Et là, vous verrez, il y a un bouton inscription si vous souhaitez candidater. Alors, je pense que l'important, c'est que si vous avez des questions, pas hésiter à nous envoyer des mails, que ce soit au comité ICP, qui est le partenaire de la formation, pour la partie plus professionnelle, donc qui est la plateforme dont je vous ai parlé, dont le CACIT fait partie, dont PBI fait partie, et puis d'un autre côté, l'université que je représente. Et donc, vous pouvez aussi m'écrire directement par mail si vous le souhaitez. Nous avons une demande de précision sur la forme des parcours en ligne. Alors, d'accord, je vois un bouton postuler, je crois. Oui, c'est ça. Postuler ou candidater, je ne sais plus quel terme ils ont utilisé. Oui, c'est par là que ça passe. Alors, tu me disais, Katia, une candidature sur… non, une question sur quoi? Sur les modalités du parcours en ligne. Alors, les parcours en ligne, comment ça se présente? Oui, comment ça se présente? Les parcours en ligne, ça se présente comme un espace web dans lequel vous allez suivre un parcours, c'est-à-dire comme un cours en ligne où vous allez lire des choses, cliquer, répondre à un quiz, etc. Différentes. Ou alors, on va vous demander de lire un texte et de réagir. Chaque parcours en ligne a sa spécificité, mais en général, il commence par comme un cours qui est en ligne, que vous suivez. Il faut 2-3 heures. Alors, moi, je dis toujours il faut 2-3 heures. Les étudiants me disent qu'il faut beaucoup plus. Ce sont des cours qui vous apportent les fondamentaux. Et puis après, on vous demande de faire des exercices. On vous demande de regarder une vidéo, de réagir à ça, ou d'aller chercher telle ou telle ressource, ou de faire voilà. Un parcours en ligne, c'est ça. Vous le faites à votre rythme, mais vous le faites. À un moment, dans les parcours en ligne, vous allez devoir faire de la cartographie. Et ça fait stresser tout le monde parce qu'il faut avoir un petit peu de compétences techniques, il faut aller voir des bases de données, etc. Mais les bases de données, ça fait partie de l'analyse des situations. Voilà. Donc, chaque parcours en ligne, c'est un espace web dans lequel vous rentrez, vous avez un mot de passe, etc. Il y a des ressources, il y a des choses à faire, etc. Et nous, on supervise ça de l'extérieur. De temps en temps, on fait aussi des petites visios pour vous aider, pour que la promotion se rencontre, etc. Donc, on essaye de garder de l'humain dans ce système virtuel. Et les 3 premiers week-ends du mois de janvier nous aident à nous connaître aussi. On va passer pas mal de temps en ligne pour se connaître. Et ça permet finalement de créer une promotion. Et la promotion, ensuite, eh bien, elle vit sa vie, il y a de l'interaction en ligne jusqu'au mois de juin où la promotion se retrouve, se recroise. Et ça, c'est aussi important. Merci Cécile. Nous arrivons au terme de cette présentation. Une dernière question de Sylvain Semanu.
Il faut activer votre micro, par contre, Sylvain. D'accord. Merci beaucoup. Merci Cécile, merci Katia pour cette brillante présentation. Il est bien vrai que je n'ai pas suivi du début jusque-là. Je viens de rentrer en ligne, ça doit faire normalement 30 minutes. Alors, j'avais une question, j'avais suivi la fin de la présentation, mais j'avais une question qui me tient vraiment à cœur. Ça va être une question préalable qui va peut-être répondre à d'autres questions qui vont venir. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Pourquoi cette question? Parce que généralement, pour ces genres de cursus, il faut mettre en place un petit budget. Maintenant, au cas où ceux-là qui sont actuellement en ligne et qui viennent d'avoir le programme qui est d'ailleurs très intéressant et qui n'arrivent pas aujourd'hui à pouvoir postuler faute de moyens, euh, est-ce qu'il y aura une deuxième édition pour ceux-là? On peut l'avoir aujourd'hui et parler à nos confrères qui vont vouloir participer, mais qui n'ont pas les moyens parce qu'il y aura à faire quand même des voyages et il y aura des visas également à avoir. Qu'est-ce qui est prévu pour ces côtés-là? Merci beaucoup. C'était un peu long. D'accord. Alors, effectivement, on est très conscient que c'est un budget important et pas simplement pour les personnes du continent africain. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants que ça intéresse et qui trouvent que c'est cher et que c'est difficile pour eux. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même important peut-être de travailler vers la réunion des fonds nécessaires pour pouvoir faire la formation en un an. Peut-être il vaut mieux reculer l'inscription d'un an pour pouvoir être sûr de la faire, parce que on n'est jamais sûr si on commence et qu'on est obligé de l'interrompre pour des questions financières, qu'on ne peut pas la finaliser. C'est très compliqué de reprendre. Ça, nous, on l'a vu d'expérience, c'est parfois possible, mais parfois ça ne marche pas. Et moi, je ne peux pas non plus garantir que l'université acceptera que les gens se réinscrivent sans frais supplémentaires. Pour ça, il faut pouvoir justifier, par exemple, qu'on n'a pas eu de visa. Ne pas avoir de visa, ça peut être une raison qui fait que l'université va être plus flexible, mais ce n'est pas garanti. Mais si, par exemple, c'est une question financière, c'est comme on a des étudiants hein, en France, pareil, hein, quand ils commencent leurs études, s'ils sont obligés d'interrompre, en général, l'université est compréhensible, mais elle n'a pas d'obligation de l'être. Et même si moi, je défends la personne, c'est pas si simple. Donc, moi, je conseille véritablement de travailler, de réfléchir, de travailler peut-être collectivement dans vos organisations, etc., de réfléchir qui peut peut-être partir, et puis peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, une autre personne, et puis de partager ensuite les ressources entre vous, parce que je pense que ces ressources doivent être partagées largement dans les différents réseaux. Mais ne pas commencer en vous disant bah, je prendrai 2 ans ou 3 ans, parce que ça, on ne peut pas le garantir. Et je pense qu'en plus, on oublie les choses, on perd la dynamique des choses. Donc vraiment, je pense qu'il faut bien réfléchir en amont, et je sais que ce n'est pas simple, je le vois avec mes étudiants, mais pour pouvoir être sûr de pouvoir aller au bout du programme. Moi, c'est vraiment quelque chose qui sont importants. Il y a eu une question sur la prise en charge de la semaine de présentiel. Oui, la semaine est prise en charge, mais pas le voyage vers la semaine, ou les frais de visa, ou les frais annexes, etc. Ce qui est pris en charge, c'est l'hébergement et la nourriture pendant la semaine de formation, la semaine de présentiel. Ça, c'est pris en charge, c'est compté dans les frais. Et c'est aussi une partie importante des frais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Oui, je pense qu'il va être temps de fermer. N'hésitez pas, hein, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, à nous recontacter par mail. On fera au mieux pour vous répondre. Voilà, de toute façon, on vous enverra le replay de cette réunion. Vous allez également recevoir un petit sondage. C'est important pour nous de savoir voilà, ce que vous avez pensé de cette présentation. Et puis, voilà, comme ça, vous aurez toutes nos coordonnées et tous les éléments dont vous avez besoin. Et si jamais vous avez besoin de nous recontacter, vous aurez aussi le mail de Cécile et celui du comité ICP.
Voilà. Bah, merci beaucoup, merci à tous, merci à nos intervenants, Roger et Louise, Merci. pour leur présence. Merci Cécile et très belle journée à tous et à toutes. Merci, au revoir à tous.